Donc, je vais passer, comme j'ai préparé mon exposé en chinois, pour donc j'ai un peu trop long, donc je suis obligé. Donc, heureusement que j'ai préparé aussi une présentation en PPT, donc je vais me passer de lire certaines citations. Je vous invite à les lire sur l'écran. Certains ont été traduits du chinois. Donc, l'interprète m'a demandé de ralentir un peu parce que il aura du mal à me suivre. Donc, je dois accomplir mon exposé en temps limité et en ralentissant mon rythme. Donc, je vous invite à regarder davantage ma présentation PowerPoint. Donc, d'abord, je dois dire que j'ai changé le titre de mon exposé, de ma présentation, parce que ce que j'ai proposé, c'est le regard sur la Chine d'Hervé de Saint-Denis, mais pendant ma préparation, je crois qu'un autre titre, celui que vous voyez sur l'écran, est mieux adapté, c'est-à-dire divers regards diversifiés sur d'Hervé de Saint-Denis. Donc c'est un peu le contraire du titre. Donc là, je me presse, bien sûr, hein, avec un bon rythme. D'Hervé de Saint-Denis a succédé à Rémusat et Stanislas Julien au poste de la chaire de l'étude chinoise au Collège de France. Et en plus, parmi de tous les titulaires, peut-être il est celui qui est le moins en vue. Donc là, je vais prendre l'exemple de M. Drège. Je vais citer beaucoup d'autres sinologues pour voir comment ils jugent d'Hervé de Saint-Denis. Voilà, ça c'est de Paul Démiéville, son jugement. Voilà, son jugement sur d'Hervé de Saint-Denis. Nous pouvons voir que Démiéville n'a pas une appréciation très haute, très élogieuse de lui. Tout au plus, c'est un aimable lettré et un professeur sans éclat. C'est-à-dire que les sinologues se sont mis d'accord pour penser qu'il ne pèse pas lourd dans l'histoire de la sinologie française. Pourquoi? Parce que peut-être c'est Jacques Gernet a donné l'explication. Il a vécu, il s'intercale entre deux grands sinologues éminents, et c'est la raison pour laquelle il apparaît sans éclat aux yeux des autres. Son prédécesseur ainsi que son successeur sont des grands maîtres de sinologie. Donc, les choses n'existent que par comparaison. Pour Julien et Chavannes ont été brillants dans leurs résultats. C'est la raison pour laquelle, par comparaison, il apparaît sans éclat et ordinaire. On doit citer aussi Angèle Pinault, du professeur de Porto 3. Il a donné une autre explication à cette réalité. En fait, parce qu'il a une autre domaine, un centre d'intérêt, c'est-à-dire celui de psychanalyse. Il a été même qualifié de grand précurseur de la psychanalyse. Le professeur Pinault a parlé d'une œuvre. C'est une œuvre qui a été publiée de façon anonyme en 1867, Les rêves et les moyens de les diriger. C'est un ouvrage important pour la psychanalyse qui est considéré comme une œuvre fondatrice pour la psychanalyse. Donc, c'est la raison pour laquelle les psychanalystes invitent même les sinologues à participer à leur colloque académique pour
porter un jugement sur d'Hervé de Saint-Denis. Mais pour eux, bien sûr, et avant tout, d'Hervé de Saint-Denis est avant tout un sinologue. Bien sûr, cet ouvrage n'a rien à voir avec notre colloque, mais ça a servi d'inspiration pour moi. C'est-à-dire qu'un savant qui n'est pas bien apprécié dans son propre domaine pourrait être très bien apprécié par les spécialistes d'un autre domaine, d'une autre discipline, et qui a ses valeurs académiques pour une autre discipline. Donc, on doit apprendre à regarder les choses d'un autre point de vue et on aura une autre conclusion. Moi, je suis un comparatiste et par ailleurs, je pense que je suis la seule dans ce cas. Je peux avoir également une vision et un jugement différent par rapport aux autres sinologues que j'ai cités sur la personne d'Hervé de Saint-Denis. Donc, je vais aborder mon sujet d'un point de vue de la littérature comparative. Mais en fait, je me suis basé surtout sur les réalisations ces réalisations dans le domaine de la sinologie, bien entendu. Avant tout, j'aimerais vous parler de la façon dont les Chinois regardent d'Hervé de Saint-Denis. Il y a plus de 150 ans, des fonctionnaires de la dynastie des Qing, qui ont voyagé à l'Occident, a déjà parlé d'Hervé de Saint-Denis, de leur contact. C'est celui que vous connaissez peut-être le mieux, c'est le général Chen Jitong. Il a deux ouvrages, il a publié deux ouvrages en chinois. Le premier, c'est l'autoportrait des Chinois. Et dans le chapitre des poésies antiques, il a à plusieurs reprises mentionné poésie de l'époque des Tang, la traduction d'Hervé de Saint-Denis, pour dire que c'est très élégant. Et une autre œuvre, c'est La joie des Chinois. Dans ce livre, il a changé de ton et s'est moqué, en fait, d'un dîner à la chinoise organisé par d'Hervé de Saint-Denis à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Il s'agit de deux best-sellers et par ailleurs, ils ont été traduits et publiés en 2006 en Chine. Je vous invite à découvrir vous-même ce livre. Mais ce que je dois insister sur un fait, à part ces deux livres, Chen Jitong a écrit aussi un journal intime pour y inscrire ses souvenirs de son voyage en Chine. Il a écrit, entre autres, par exemple, il a parlé de la position d'Hervé de Saint-Denis pendant la guerre sino-française. Comme ce n'a pas de relation directe avec mon exposé, je ne vais pas tarder trop. Et en mai 1866, le gouvernement de Qing a envoyé une mission en Occident. C'est composé de 5 personnes qui ont suivi Robert Hart, un Anglais, pour voyager en Europe, qui a duré 4 mois. Et ils ont fait 2 séjours à Paris. Et le journal de Ping a parlé de sa fréquentation avec Hervé de Saint-Denis en 3 à 4 mois. Hervé leur a invité 2 fois au théâtre et leur a offert un recueil traduit de poésie chinoise et qui a laissé une très bonne impression. Et Ping Chun lui a au retour offert une poésie de 5 caractères. Et un peu plus tard, le gouvernement des Qing
a envoyé la première mission diplomatique en Europe. Et quand il a appris ça, Dervin de Saint-Denis, par ses relations, a demandé à participer à l'accueil diplomatique. Donc, les deux envoyés impériaux, Zhi Gang et Sun Yigui, ils n'ont pas laissé de traces écrites, mais c'est leur interprète anglais qui nous a laissé ces phrases que je ne vais pas lire. Je vous invite à les découvrir. Et par ces phrases, il a apprécié Dervin Deuxième, pour dire qu'il est riche, très courtois, et en plus, il a parlé d'une visite qu'ils ont effectuée au château, à la résidence de Hervé de Saint-Denis, et ils ont y même passé la nuit. Ça veut dire que non seulement les envoyés impériaux ont rencontré Hervé de Saint-Denis et lui a rendu même visite au château de Préau, et ils ont passé 2 nuits. Parce que c'est seulement 2 jours plus tard que leur interprète anglais a parlé de leur retour. Qu'est-ce qu'ils ont vu au château de Préau? De quoi ils ont parlé? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur hôte? Parce que l'interprète anglais n'était pas présent lui-même au château. On ne sait pas. Peut-être c'est parce que ces fonctionnaires sont trop prudents et ne s'intéressent qu'aux affaires d'État, et ils n'ont inscrit que dans leur journal que des affaires d'État ou politiques. Ils n'ont pas laissé une trace écrite sur ce sinologue. Donc ça, c'est un regret. Mais malgré cela, sous la plume de leur interprète anglais, on peut avoir une connaissance de leur appréciation de Hervé de Saint-Denis. C'est-à-dire que il est riche, il est courtois, il est érudit et une personnalité pleine de volonté. Mais d'autres personnes nous ont laissé des souvenirs écrits plus précis sur lui. C'est Gong Song Tao. Gong Song Tao cumule la fonction de l'ambassadeur en France et en Grande-Bretagne. Et il a entendu parler d'Hervé de Saint-Denis. Il a écrit ceci, que je ne vais pas lire. Et dans son journal, il a parlé de ce qu'il a entendu dire sur la personne, mais un peu plus tard, il a rencontré personnellement Hervé de Saint-Denis pour dire que il a une grande connaissance de la sinologie, et pendant une conversation avec Hervé de Saint-Denis, c'est-à-dire il est même supérieur à d'autres chercheurs sur la Chine. Hervé de Saint-Denis sous les plumes de Pynchon jusqu'à celui qui est sous la plume de Guo Songtao, on peut voir que tous les fonctionnaires de Qing ont une bonne impression de Hervé de Saint-Denis. Élégant, courtois, érudit, grande connaissance sur la Chine, et le considère comme un ami et une personnalité pleine de bonne volonté. Pour les fonctionnaires chinois qui sont allés à l'étranger entre les 2 guerres de l'opium, rencontrer quelqu'un qui connaît bien la Chine en Europe, bien sûr, et leur donne un sentiment de proximité.
Et bien sûr, ces éloges est le résultat aussi d'un double sentiment d'orgueil et de humiliation qu'il éprouvait à l'époque. Mais 200 ans plus tard, la Chine est devenue une grande puissance mondiale. L'enthousiasme des Chinois vis-à-vis d'Hervé de Saint-Denis n'a pas faibli. Au contraire, il est devenu plus fort. Monsieur Qian Zhongshu, par exemple, dans une lettre privée, a évoqué d'Hervé de Saint-Denis. Et en 1990, la longue introduction qu'il a écrite pour son recueil de poèmes Chim a été traduit en chinois. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre moteur de recherche Baidu, vous saisissez son nom et en instant, vous obtenez 4000 résultats. La plupart de ces résultats concernent son recueil de poésie de Tang. Et puis après, on parle de la traduction de Lisa. On parle également de cette exposition universelle. Et on parle également de la chaire de l'étude chinoise du Collège de France. Mais quelques résultats, bien sûr, bien entendu, portent sur sa contribution quand on parle de l'interprétation des rêves de Freud. C'est la raison pour laquelle les Chinois ont une connaissance assez complète sur la personne et notamment sur sa réalisation en sinologie. Cet enthousiasme contraste avec la tiédeur de l'appréciation du milieu sinologue français. Quand on regarde bien les appréciations des sinologues français, il est facile de voir que leur jugement est surtout basé sur sa contribution à la sinologie. Si j'ai bien compris, pour eux, sa contribution à cette discipline est tout à fait moyenne, surtout par rapport à d'autres sinologues éminents qui ont laissé derrière eux des œuvres qu'on ne peut pas dépasser, comme Julien ou encore comme celui qui a ouvert des nouveaux domaines de recherche comme Édouard Chavannes. Mais les Chinois accordent peu d'intérêt à sa place dans l'histoire de sinologie française. Ce qui les intéresse, c'est sa contribution à la diffusion de la culture chinoise. Donc, des points de vue de départ différents, bien sûr, on arrive à des conclusions totalement différentes. Pour parler de sa contribution à la diffusion de la culture chinoise, bien sûr, on entre dans le domaine de la littérature comparative. C'est une discipline qui étudie la culture et les échanges culturels. Pour moi, en tant que comparatiste, je crois que quand on étudie ce domaine, on ne peut pas on ne peut pas dépasser, on ne peut pas se passer de la sinologie, parce que la sinologie et les sinologues sont les meilleurs vecteurs de la culture chinoise. Ce sont des traducteurs, chercheurs, ce sont les premiers récipients de la culture chinoise. Leurs travaux alimentent la diffusion de la culture chinoise à l'étranger. Donc, aucun comparatif ne peut négliger le statut des sinologues et leurs travaux. Par ailleurs, les sinologues, étant donné qu'ils sont des spécialistes, eh bien, ils bénéficient d'une autorité aux yeux du public. C'est indéniable. Ce sont des faiseurs de l'opinion et de l'image de la Chine. Leur vision sur la Chine, leur concept de la Chine, dans une très large mesure, exerce une influence sur les décideurs de chaque pays, guide l'opinion publique et participe à l'imaginaire collectif de ces pays.
Mais quand on regarde d'Hervé de Saint-Denis sous ces angles-là, eh bien, c'est quelqu'un qui sort du lot. Il n'a rien à envier aux autres sinologues. De 1850, où il a publié le premier ouvrage sur la sinologie, c'est la recherche sur l'agriculture et l'horticulture des Chinois, jusqu'à sa mort en 1892, pendant plus de 40 ans, d'Hervé de Saint-Denis, à travers l'enseignement, la traduction, des écritures et sa participation aux activités d'échange, etc., n'a jamais cessé de diffuser au public français et à l'Occident la culture chinoise. Ce qu'il faudrait surtout insister, il a beaucoup traduit des œuvres chinoises. Il a non seulement diffusé la culture chinoise, mais certaines de ses traductions, surtout ce recueil de poésie des Tang, a exercé une influence sur la littérature chinoise, voire européenne. Mais pour ne pas parler dans le vide, je vais prendre comme exemple sa traduction d'un poème de l'empereur Han Wudi. C'est de Qiu Fengci, le chant, le poésie de vent d'automne, pour voir sa contribution à la diffusion de la poésie chinoise. Il est le premier à faire connaître la poésie des Tang en Occident. Dans son recueil, il a écrit une longue introduction à son recueil. Et dans la partie de technique poétique, il a présenté dynastie par dynastie les rimes, les rythmes et l'évolution de la poésie chinoise. C'est une introduction de 104 pages. Cette introduction en soi constitue une thèse académique sur la poésie. Quand il a parlé des poèmes de Han, il a parlé donc d'un poème à 7 caractères, Hai Xia Ge, et a parlé la prosodie et les particules hi, hi. Et il a pris comme exemple justement cette poésie de Qiu Fengci. Pour commencer, il a cité cette poésie en sa totalité sous forme phonétique. Cette façon de présenter phonétiquement une poésie, en fait, a pour but de donner aux lecteurs français une connaissance sensorielle de la poésie chinoise. Mais pour les faire comprendre, bien sûr, il a traduit la poésie en français. Et là, je vais faire une comparaison entre le texte original et sa traduction. En haut, c'est la traduction et j'ai retraduit sa traduction en chinois pour que vous ayez une vue d'ensemble. Nous pouvons voir ainsi Vous me pardonnez, c'est surtout pour faciliter le travail du traducteur. Il m'a demandé de parler lentement afin qu'il puisse traduire tout ce que j'ai dit. Excusez-moi. Donc, je vais accélérer, excusez-moi. Un peu comme l'ensemble, le style de son style, la traduction a été très fidèle, sans aucun ajout, mais sans rime. Tous les particules hi, hi a été remplacé par ha en français. Et avec cette citation phonétique et une traduction, eh bien, son but est de livrer au lecteur français et le contenu et la forme de la poésie.
c'est une prise de risque énorme pour lui parce que les lecteurs pourraient rejeter quelque chose qui n'est pas dans leur habitude. Mais la poésie française connaissait justement une transformation profonde et il a besoin de ces nutriments exotiques en quelque sorte. Et justement, quelques années plus tard, ce crin sonné par lui a germé. Par exemple, le poète Louis Bouillet et Émile Plémont ont créé des imitations de Qiu Fengci et ils ont adopté le même titre, c'est-à-dire la chanson des rames. Donc, comme je vais seulement parler, je vais quand même, pour vous donner le sens de rythme. Le soleil a ses pâlis. J'ai le cœur. Donc, je ne vais pas continuer, je ne vais pas aller plus loin. C'est juste pour vous donner... C'est une imitation parce que non seulement il est conforme en contenu, mais également en forme. Il a entièrement adopté le rythme, c'est-à-dire chaque strophe est composée de 7 syllabes, 3 devant, 3 derrière, et séparées au milieu par un ha. Et nous pouvons être étonnés de savoir qu'il y a un écho aussi fort au travail de traduction d'Hervé de Saint-Denis. Et Bouillet s'intéresse beaucoup à la culture chinoise et a puisé de l'inspiration dans la traduction de Hervé de Saint-Denis. Bien sûr, l'influence de ce recueil n'a pas été reniée par les sinologues français, mais simplement pour eux, tout au plus, ce furent remarqués par les salons littéraires du Second Empire. Seulement, ce recueil a bien dépassé cet espace. On peut voir ces traces dans le livre de Jade de Judith Gauthier et dans d'autres œuvres également. Ça veut dire que ses recherches et sa traduction a apporté de la nutrition à la révolution de la poésie en Occident. Il a donné également, il a contribué au développement de la culture française, voire de l'Occident. Et ceci mérite une mention spéciale dans l'histoire de la culture internationale et de l'histoire culturelle. N'est-ce pas également une fierté de la sinologie française? Et en plus, le recueil de poèmes a donné matière littéraire aux Français. Par exemple, Gautier ou Mallarmé, dans leur poésie, ont l'un et l'autre exprimé le souhait de donner libre cours à leur imagination et inspiration, comme le grand poète Li Bai. Et tout ceci, on ne peut pas nier que ce n'est pas sans relation avec la traduction et la promotion par d'Hervé de Saint-Denis. Donc, il a continué à construire et renforcer l'image qui a été initialement construite par les missionnaires jésuites. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que Hervé de Saint-Denis est tout à fait conscient du rôle des sinologues pour guider l'opinion publique. En 1859, il a publié sa seule œuvre politique, La Chine devant l'Europe. Il a parlé des
des clichés qu'on a à l'époque de la Chine pour dire que c'est un devoir pour lui de lutter contre ces préjugés sur la Chine. Et ces paroles venant de lui forcent le respect. Comme Gernet a dit à juste titre, ce savant a su, dans les conditions difficiles de son époque, apporter une contribution qui est loin d'être négligeable à la connaissance de la Chine. Il a consacré sa vie à propager, à diffuser la culture chinoise. Et tout ce qu'il a fait a joué sur l'imaginaire collectif de la France au XIXe siècle. Donc, le thème de notre colloque est la sinologie. Donc, à ma conclusion, je dois revenir sur le sujet de la sinologie. J'ai parlé de sa contribution à la sinologie par sa traduction et ses recherches, mais pour moi qui n'ai pas de la profession, je dois parler aussi de sa contribution dans deux autres domaines. Le premier, c'est l'enseignement du chinois. En début du 19e siècle, la première génération de sinologues n'ont jamais mis pied en Chine. Et d'Hervé de Saint-Denis fait partie de cette première génération. Et derrière lui, de Chaffan ainsi que Claire Zorowiecki font partie de la nouvelle génération de sinologie. Ils ont été en Chine, ils connaissent la Chine, mais pour d'Hervé de Saint-Denis, il essaie de connaître un Chinois vivant et une Chine vivante. Il ne laisse jamais échapper une occasion pour rencontrer un Chinois. Et en 1867, lors de l'exposition universelle, il a même pris en charge le pavillon chinois. Il a payé, il a financé l'arrivée des artistes chinois pour monter des spectacles. Donc, à cette période de transition, eh bien, par ses actes, il a contribué à l'enseignement du chinois. C'est la preuve qu'il a participé à cet effort pour maintenir vivant le chinois et vivante la Chine. Nous ne pouvons pas nous fixer que sur le résultat de l'histoire, mais également nous devons étudier le processus. Et dans l'histoire de la sinologie, je pense qu'une page doit lui être consacrée.